Voilà, on apprend que nos institutions, n'importe quel pays peut venir s'acheter son petit député, son commissaire. Je sais pas, je trouve ça quand même fou, quoi, non Ça, je vais vous dire, je fais un métier où il y a plus grand chose qui m'étonne aujourd'hui. Ah. Donc je ne peux pas tomber des nues, mais ce qui est certain, c'est que je pense que ça n'est pas aussi simple que ça. Il y a de tout temps à jamais dans l'esprit des hommes une partie qui peut être achetée. Voilà, ça n'est pas une question Oui, mais on fait quand même beaucoup la morale aux autres, aux pays africains, aux pays d'Amérique latine, aux Asiatiques. On leur dit, voilà, regardez, nous, en Europe, on est comme ci et comme ça. Il faut suivre notre modèle. Et puis bon, en fin de compte, on est un peu, il y a la corruption comme ailleurs. Hein. Ce qui est certain, c'est que s'il y avait une épreuve de leçon de morale aux derniers Jeux Olympiques, il n'est pas impossible qu'on gagne la médaille d'or. Ça, c'est une absolue certitude. Maintenant, c'est un mal français. Donner des leçons à la terre entière et ne jamais se les appliquer à soi, c'est quelque chose qui fonctionne dans notre pays depuis très 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 longtemps. Alors, il y a une chose qui est importante et que je veux savoir, vous, en tant que juriste, me dire si c'est constitutionnel ou pas, ou si on a le droit de le faire. C'est, par exemple, les avantages fiscaux en France, liés aux Qataris. Par exemple, sur le droit immobilier. Est-ce que le fait que certains impôts ne sont pas payés parce que vous êtes Qatari en France, que vous vivez, je sais pas moi, plus de 6 mois en France, comme un contribuable français, est-ce que c'est normal que ces choses se passent ? Le problème, c'est que vous dire ça de façon endémique et globale, je ne peux pas le faire. Il faudrait que qu'on puisse me parler d'un cas en particulier pour que je puisse vous dire si c'est légal ou si ça ne l'est pas. Ce qui est certain, c'est que sur la question de la fiscalité, il y a des accords. Mais il n'y a pas des accords uniquement avec le Qatar. Il y a des accords entre la République française et puis un certain nombre de pays. Sur l'immobilier, c'est qu'avec le Qatar. Oui, c'est le seul. La question de la résidence fiscale, savoir le fait de savoir où on paye ses impôts, en réalité, est une question qui est résolue à peu près pour tout le monde pareil. Nous sommes censés, il y a un principe d'égalité devant l'impôt en France, mais également lorsqu'on est étranger en France, il y a certains régimes particuliers, mais le principe c'est que à situation égale, on est censé avoir le même régime, y compris lorsqu'on est un étranger en France, ce qui est encore un droit, heureusement. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, ça a pu être documenté que les Qataris bénéficient d'un certain nombre on va dire, c'est pas des niches fiscales, mais en tout cas de mesures fiscales favorables, qui sont en réalité des accords négociés. Alors négociés contre quoi ? On se pose la question. Est-ce qu'il y a une réciprocité derrière ? Alors, est-ce qu'il y a une réciprocité derrière ? Est-ce que vous, par exemple, si vous achetez une tour à Doha, oui. Est-ce que vous bénéficierez du même régime fiscal qu'un Qatari qui achète un immeuble aux Champs-Élysées ? Je pense que si j'achetais une tour à Doha, je ne me poserais plus tellement la question de la fiscalité. Mais quand même, c'est toujours de l'argent gagné. Hein, oui, mais je pense que la réalité, pour ne prendre que le cas de M. Ben Abderrahmane, qui a été résident au Qatar, en réalité, lorsqu'il est arrivé au Qatar, les Qataris, au départ, lorsqu'il était, entre guillemets, fréquentable et utile, lui ont octroyé un certain nombre de facilités pour qu'il puisse vivre là-bas. Un compte lui a été ouvert. Il y avait, vis-à-vis des autorités françaises, un respect de la fiscalité par ailleurs, puisque quand vous vivez à l'étranger, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut organiser son départ fiscal de France, qui a été fait sur plusieurs années par M. Ben Abderrahmane. Mais regardez, je vais prendre un exemple. On a les Champs-Élysées, je parlais des Champs-Élysées, qui est dorénavant aux 3/4 acheté par le Qatari. On voit d'ailleurs que ça change totalement la physionomie de ce quartier, puisque des boutiques, le Fnac, le Virgin et d'autres sont partis à cause des hausses de loyer. Est-ce que le fait d'avoir permis à ce pays d'acheter, quand même, c'est quand même une forme de patrimoine français, et d'avoir, un peu quand même. Oui, voilà. On peut discuter de savoir si des entreprises privées font partie du patrimoine français. Moi, c'est pas à moi de répondre à cette question en tant qu'avocat, mais ce qui est certain, c'est que c'est peut-être l'un des marqueurs visibles, voilà, de l'influence qatari en France. Est-ce que c'est le seul ? Non. Quels sont les autres ?
je vous ai parlé du Paris Saint-Germain. Oui, d'accord, mais les gens vous diront c'est le football. Ils mettront ça un peu de côté en disant voilà, c'est. Alors, c'est le football, certes, mais lorsque on voit, parce que ça a été encore une fois documenté par voie de presse, qu'en réalité, ce qu'on appelle le carré VIP du Parc des Princes, en réalité, c'est un endroit qui est fréquenté par un certain nombre de cercles de pouvoir. Vous avez des hommes politiques qui vont y fréquenter des industriels. Vous avez une liste, en réalité, qui est dressée par le service de l'étiquette du président Nasser. C'est-à-dire que c'est Nasser Al-Khelaifi qui décide qui vient et qui ne vient pas, en réalité, dans cet espace qui, par le temps et par les années, et le sport a toujours servi à ça, a pu permettre des rencontres, a pu permettre aussi des échanges d'influence. Il faut dépasser la pelouse, en réalité, lorsqu'on regarde le Paris Saint-Germain, il faut monter dans les tribunes, il faut voir ce qui s'y passe. Et bien évidemment que ce sont des lieux privilégiés de rencontres et peut-être de négociations. C'est des lieux où se signent des contrats ? Je ne sais pas s'ils se signent à même la tribune, mais c'est là, négocier, on va dire. C'est là où effectivement il y a des rencontres qui se font. Après, le processus de rédaction d'un contrat, de négociation d'un contrat, c'est autre chose. Mais oui, il est certain que les Qataris utilisent, parce que ça encore une fois a été documenté, tous les chevaux de Troie dont ils disposent en France pour amener les autorités françaises, les décideurs et les parlementaires. Certains parlementaires ont été récemment vilipendés, mis en cause. Alors, il reste la présomption d'innocence, et pour le coup, moi, j'y crois. Donc, je ne vais pas vous dire qu'ils sont coupables, sûrement pas. Il y a une enquête, et elle est là pour ça, et peut-être d'ailleurs qu'ils ne le sont pas. Mais il y a eu quand même un certain nombre de documentations qui font voir que le Qatar utilise tous ses atours pour être dans les petits papiers d'un certain nombre de décideurs en France, de décideurs politiques, a priori, qui sont systématiquement des décideurs politiques de la majorité, parce que c'est là que le pouvoir se trouve, dans la Ve République. Mais est-ce que, si j'étais mauvaise langue, je vous dirais, mais attendez, peut-être qu'ils sont peut-être plus malins que les Émirats arabes, que je sais pas moi, que les Saoudiens ou d'autres, et que ils ont utilisé cette façon-là, parce que ça reste un petit pays, pour grandir en influence. En quoi ce serait mal ? Alors, en soi, le lobbying, si vous voulez, ou le fait de la diplomatie, c'est pas un mal. C'est quelque chose qui permet au monde de ne pas être en guerre permanente. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit en soi quelque chose de mauvais. La limite, elle se trouve de façon assez simple, au niveau de la loi. C'est-à-dire que soit vous dépassez le cadre légal, et dans ce cas-là, il est légitime que la justice enquête. Parfois, il n'est pas légitime qu'elle vous condamne, mais il est légitime qu'on se pose des questions. Et puis, soit vous êtes en deçà des clous de la loi, et dans ce cas-là, il n'y a pas de difficulté, c'est de la morale, et moi, je ne suis pas là pour faire de la morale. Aujourd'hui, qu'est-ce que la loi permet ? Et est-ce que le Qatar franchit la ligne jaune de la loi ? Là encore, elle est trop vaste, cette question, pour que je puisse y répondre. Ce qui est certain, c'est que dans les procédures dont je suis chargé, il y en a un certain nombre qui impliquent les autorités du Qatar. Je comprends tout à fait que des questions se posent. Il faut comprendre quelque chose aussi dans notre pays, c'est que le fait d'être mis en examen, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Ça veut juste dire qu'on se pose des questions officiellement et qu'on va faire une enquête. Et à l'issue de cette enquête, on décidera si vous êtes coupable ou pas. Je trouve ça particulièrement et parfaitement légitime dans les dossiers que je connais. Je ne parle pas de ceux que je ne connais pas. Dans ces dossiers-là, je trouve ça légitime qu'on se pose des questions et qu'on interroge les gens. Ce qui me paraît beaucoup moins légitime, s'agissant du Qatar, c'est la réaction qui peut être celle des autorités qataries. Je vous ai parlé tout à l'heure de la mise à mort, je ne parle même pas de condamnation, il n'y a pas de processus judiciaire. Mais parlons aussi de ce que fait le Qatar diplomatiquement lorsque notre justice le met en cause. Qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit. Il écrit à différents ministres des Affaires étrangères que nous avons pu avoir. Catherine Colonna, par exemple, lorsqu'elle était encore ministre, s'est vue adresser 2 missives successives par l'émir du Qatar pour s'étonner. Alors s'étonner, c'est la version diplomatique pour se plaindre. Voilà. Pour s'étonner de l'ouverture d'enquêtes en France visant Nasser Al-Khelaifi, qui est un ministre sans portefeuille, mais on va dire la figure de proue du Qatar dans le monde, pour s'en étonner, et puis pour décrédibiliser la parole de M. Ben Abderrahmane en expliquant en réalité qu'il était un renégat, qu'il était un fugitif, qu'il était un espion, qu'il avait été condamné à mort et qu'il était recherché, encore une fois, pour être fusillé par les autorités du Qatar. Alors le Qatar s'étonne, mais est-ce que Mme Colonna obtempère ? Ce qui est certain, c'est que Mme Colonna ne réagit pas.
il n'y a eu aucune réaction du Quai d'Orsay. Je ne parle même plus de l'époque où il se trouvait détenu, retenu au Qatar, puisque ça n'était pas Mme Colonna à cette époque-là, c'était Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères. Depuis que M. Ben Abderrahmane fait parler de lui en France, c'est-à-dire 2022-2023, Mme Colonna, la présidence de la République, toutes les autorités de l'État ont été saisies par les avocats, je ne suis pas tout seul, de M. Ben Abderrahmane, de demandes de protection consulaire, diplomatique, de demandes de discussion avec lui, avec ces autorités, pardon, pour pouvoir mettre en œuvre une protection de M. Ben Abderrahmane qui a été menacé pas plus tard que ce week-end et de façon abjecte et directe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais M. Ben Abderrahmane a, ce week-end, reçu des menaces directes qui sont aujourd'hui entre les mains... De mort, pas directement, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Qui sont entre les mains des services de police. Okay. Aujourd'hui, ce qui est certain s'agissant de Mme Colonna, c'est qu'on a pu documenter par voie de presse, et encore une fois, la presse est importante dans ce dossier, qu'elle a été sommée par les autorités du Qatar d'influer, en tout cas, pour que on ne croit pas M. Ben Abderrahmane, puisque c'est un renégat, un espion et que sais-je encore. Et puis, encore une fois, je vous l'ai dit, lorsque le dirigeant d'un État souverain vient s'étonner auprès d'un ministre français de ce que la justice, qui est censée être indépendante et qui l'est structurellement, mène une enquête contre l'un de ses ressortissants, évidemment qu'on peut se poser la question de savoir quelle a été la réaction de Catherine Colonna. Ce qui est certain, c'est que ça n'a pas été de répondre aux avocats de M. Ben Abderrahmane, ça n'a pas été de le protéger, et en l'état, ça n'a même pas été de communiquer. Vos confrères de l'AFP ont saisi le Quai d'Orsay lorsque Blast a révélé ces éléments-là, en demandant tout simplement au service de la communication, qui est là pour ça, quand même, si d'abord ces choses-là étaient vraies, si ces missives avaient été bien envoyées, ce qui a été confirmé par le Quai d'Orsay, donc on sait que c'est vrai, et quelle a été la réaction. Et ce qui a été opposé aux journalistes de l'AFP, c'est une fin de non-recevoir en disant on ne commente pas les activités diplomatiques, a fortiori lorsqu'il y a une information judiciaire qui est ouverte. Ce qui est une non-réponse, puisqu'en réalité, l'enquête qui est ouverte s'agissant des faits dénoncés par M. Ben Abderrahmane n'a pas grand-chose à voir avec les courriers de l'émir du Qatar qui sont 3 ans postérieurs à ce qui lui est arrivé là-bas. C'est fou quand même. Qu'elle n'ait rien dit que vous avez appris ça par Blast, c'est quand même bizarre, quoi. Vous savez, je pense qu'il y a encore dans ce pays, c'est bien de le dire aujourd'hui, vu la situation dans la politique dans laquelle on se trouve. Il y a encore dans ce pays des gens pour qui l'état de droit veut dire quelque chose. Et le bonheur, je crois, de Taïeb Ben Abderrahmane, c'est que d'abord, il a eu le courage de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a refusé de se taire, et Dieu sait qu'on lui a demandé, et qu'on lui a proposé un certain nombre de choses pour qu'il se taise. Eh bien, parce qu'il a eu cette pugnacité, parce qu'il a décidé de mener ces combats-là, eh bien, il y a des gens qui en ont été inspirés et qui ont pu, y compris dans certaines sphères de pouvoir, eh bien, aider finalement à la révélation d'un certain nombre de choses. C'est pour ça aujourd'hui que les lanceurs d'alerte existent. Et c'est pour ça qu'ils sont protégés par le droit en général, mais en France, les lanceurs d'alerte sont protégés, parce que si on arrête de lancer des alertes, eh bien on est condamné comme M. Ben Abderrahmane à un jour se promener à l'étranger et à pouvoir être mis dans un avion et fusillé au Qatar. Et je crois que c'est absolument grave, et heureusement qu'il y a encore des gens pour qui l'état de droit est pour le coup intangible. C'est évident, surtout qu'il a été, c'est un kidnapping. Juridiquement, ça s'appelle un enlèvement, une séquestration, et une arrestation et une détention arbitraire. C'est fou, hein.